Le marché crash, Donald Trump veut supprimer le plafond de la dette, les banques françaises vont proposer de la crypto à leurs clients. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Et bonjour à tous. Bon, je pense que vous avez tous vu la gueule du portefeuille, chacun, hein, ça nous a fait mal au cul là. Donc j'espère que tout le monde est vivant, hein, tout le monde va bien. Donc c'est tout à fait normal, hein, on devrait s'en prendre une grosse depuis un moment déjà. Ça faisait que monter depuis facile un mois là, donc il n'y a même pas les 3 jours de ça. Je voyais du monde sur les réseaux parler d'un super cycle. Donc vous savez, le fameux cycle magique là, qui a plus de bear market, tout le monde fait que monter, on a que des petites corrections, tout ça. Mais cette théorie, elle revient sur chaque bull run, même en 2021, il y avait beaucoup de gens qui le disaient. Et ça sera peut-être le cas un jour. On saura vraiment peut-être beaucoup capitaliser. Mais pour le moment, je suis sûr à 100% qu'il n'y aura pas de différence avec les anciens cycles. Chaque cycle est unique dans la forme et le fond. Mais en soi, il y a toujours un bear market. C'est comme ça que ça se passe. Et moi, ce qui me fait le plus rire, je vous jure, hein, je l'ai vu sur les réseaux, là, des gens qui parlaient de fin de bull run, pour de vrai. C'est vraiment sérieux. Après, je sais pas si c'est pour FUD, pour essayer de vraiment faire exprès, c'est une manip globale pour essayer de faire chuter le marché, j'en sais rien. Mais la mentalité, c'est toujours la même. Quand on y repense, il y a un mois de ça, on était un mois et demi à 65 000 $. Là, on est passé de 65 000 à 108, dites-vous, en un mois et demi. Et là, on est passé juste de 108 à 95, allez, 92. Il y a eu des paniques de partout, les gens ils couraient dans tous les sens dans la rue, quoi. C'est n'importe quoi, c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà. Pourtant, quand on était pour la première fois à 97, il y a les 2-3 semaines de ça, c'était ultra euphorique, tout le monde était content, le prix c'est le même là, actuellement, il n'y a rien qui change, le prix est le même. Et moi je me pose la question, c'est toujours pareil en fait, je l'ai vu aussi en 2021, et je me dis... pour 2029 ou quoi, quand on sera peut-être à 250, 300 000, qu'on passera enfin la barre des 300 000 et qu'on chutera à 250 000, tout le monde va crier que c'est la fin du monde, que le Bitcoin est mort, mais c'est dingue. Il faut juste regarder en quelques temps ce qu'on a pris, quoi. Enfin bref, vraiment la mentalité humaine, elle change jamais, c'est toujours pareil, hein, le marché veut faire paniquer les nouveaux pour qu'ils vendent. Et là même on l'a vu, hein, il y a même les ETF qui ont subi un retrait record de plus de presque 700 millions de dollars. Je pense que même là, à l'heure qu'il est, peut-être que c'était plus. Et c'est ce qui a facilement entraîné la chute vers les 92 000 $. Mais là, le Bitcoin est remonté, actuellement il doit être à 97 à l'heure où je tourne l'émission. Donc voilà, c'est pour ça que je suis convaincu que ce cycle, il n'est pas différent. Il y aura un bear market, d'ici peut-être même un an, quelque chose comme ça, je pense. Il y a certains qui pensaient que les ETF changeraient les choses, mais il y a juste plus d'argent sur le marché qui rentre. Ça s'institutionnalise, je suis d'accord. Mais hors de ça, le marché monte encore plus, encore trop vite en fait. Il monte beaucoup trop vite. Et c'est ce qui entraîne du coup une bulle. Et ça, il faut pas se le cacher. On sait que les bull runs sont des bulles en soi, hein. C'est des bulles spéculatives où tous les prix ils deviennent débiles. Donc des trucs qui surcapitalisent trop. Et du coup, ça fait beaucoup engendrer de positif sur le portefeuille des gens. Et les gens, forcément, quand ils prennent beaucoup d'argent vite, eh ben, ils vendent. Et c'est pas une mauvaise chose de l'avouer, c'est une bulle tous les 4 ans qui se produit. Et la tendance à long terme est haussière. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe avec le Bitcoin depuis 15 ans. On a juste à vérifier le chart, hein, pour le vérifier. Et du coup, voilà, c'est tout à fait normal. Et il y en aura d'autres, hein, comme ça. Donc bon. On va tout de suite parler du Salvador. Donc le portefeuille Bitcoin officiel du Salvador, Chivo, sera vendu ou alors supprimé après l'accord avec le FMI. On les remercie, hein, chaleureusement de nous enfoncer encore plus dans la merde. Donc ils sont vraiment, ils ont choisi le moment parfait, eux, hein. Ils sont arrivés comme ça, n'importe quoi. Mais il y a de bonnes nouvelles quand même, hein, parce que visiblement le Salvador ne va pas totalement cesser toute activité liée au Bitcoin. Le Salvador, qui faisait jusqu'ici l'acquisition d'un Bitcoin tous les jours, c'est ce qu'ils avaient dit à l'époque, donc ils achetaient un Bitcoin par jour, a procédé hier à l'achat de 11 Bitcoins. Donc là, ils accélèrent carrément. Il n'y a pas que ça, hein. Ils formaient des développeurs sur le Lightning Network, hein, c'est un layer 2 de Bitcoin qui sert à faire des transactions plus rapides et moins chères, et aussi des développeurs sur Bitcoin. Donc ils vont continuer ça. On l'a vu juste avant, ils vont continuer à racheter des bitcoins et plus qu'avant. Ça, c'est pas mal.
Et le Bitcoin restera aussi une monnaie légale. Donc, je sais pas ce qu'il est en train de faire, Nayib Bukele avec le FMI, mais je sais pas s'il est pas en train de leur prendre justement le petit prêt qu'ils lui ont donné et d'un coup de faire volte-face. Mais voilà, donc le Bitcoin et tout ce qui gravite autour de la blockchain continuera d'être même enseigné dans les lycées. Et plus encore de choses prévues, apparemment, c'est ce qu'ils nous ont dit sur Twitter hier, avec les comptes officiels du gouvernement de Salvador. Donc finalement, que dire de plus? Ben, c'est super, hein. Plus de 1 milliard de dollars de liquidation en 24 heures, donc un bon gros nettoyage qui s'opère hein, pour laver les longues. C'était surtout les longues qui ont été visées en majorité. C'est pour montrer à quel point il y avait un écart trop important entre le ratio long et short. Et c'est à chaque fois qu'il y a un rapport, un écart trop important entre les deux, c'est là que on risque en fait d'avoir une grosse correction, quoi. Et bah, du coup, le 1 milliard de longues récupérées, ça arrive tout le temps quand les gens s'excitent trop et qu'ils mettent de gros leviers. Donc voilà, il y a encore d'autres, il y en aura encore d'autres, hein, comme je vous l'ai dit. Donc est-ce qu'on a déjà tapé le bottom local de ce mouvement? Je sais pas. Est-ce qu'on va descendre plus bas? Du coup, je n'en sais rien. Mais dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Est-ce qu'on va aller chercher les 85 000, 80 000 ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que c'est la fin du mouvement baissier à court terme? Peut-être que même on anticiperait peut-être l'intronisation de Trump, hein, c'est possible. Que les gens vendent autant d'un coup, peut-être ils anticipent une baisse pour le 20 janvier et que du coup ils vendent déjà en avance, c'est possible aussi. Ils vendent la rumeur du coup. Donc là, il y a Donald Trump là, qui a lâché une bombe, là, carrément, il propose de supprimer le plafond de la dette. Alors là, j'ai vu ça partait en live là sur Twitter, j'ai vu que le gouvernement il est à l'arrêt total. C'est en vrai, c'est vraiment un truc de malade, hein. Alors écoutez, avant de donner mon avis, je vais vous expliquer le principe du plafond de la dette. En fait, le plafond de la dette, c'est un peu comme une limite que vous avez sur votre carte de crédit ou sur une carte bancaire. Mais là, c'est pour un pays. Donc en fait, si on atteint cette limite et qu'on la relève pas ou qu'on la supprime directement, ça veut dire qu'on n'a même plus de plafond, les conséquences, elles peuvent être désastreuses. Donc un exemple très simple, si l'État atteint le plafond de la dette, il peut plus emprunter pour financer les dépenses qui sont essentielles pour les salaires, par exemple, des fonctionnaires ou les dépenses publiques, quoi, pour les retraites ou même rembourser les dettes existantes. Ça peut aussi mener à ce qu'on appelle un shutdown. C'est quand certains services publics s'arrêtent, carrément, d'un coup, il n'y a plus de bus, plus rien, quoi. C'est quand c'est ce genre de choses qui s'est déjà produite par le passé aux États-Unis. En parallèle, il y a les marchés financiers qui paniquent aussi, donc ils perdent confiance. Alors les taux d'intérêt, ils augmentent, donc ça veut dire qu'ils perdent confiance aux États-Unis parce qu'ils peuvent imprimer de la monnaie autant qu'ils veulent. Donc là, franchement, ouais, ça rassure pas. Et du coup, ça devient encore plus cher d'emprunter et ça fait que du coup s'enliser dans la dette qui n'a plus de limite. Du coup, c'est le pire scénario, c'est carrément même qu'il y a un défaut de paiement, une sorte de faillite du pays avec des conséquences très graves. Du coup, parce que l'économie mondiale est intimement liée à celle des États-Unis, hein. Par contre, chaque année, moi je l'avais vu l'an dernier, ils stressent toujours tous pour le plafond de la dette en fait. À chaque fois qu'il est bientôt atteint, il y a vraiment des réunions qui se font et tout ça au niveau du gouvernement américain. Et chaque année, ils s'amusent à le relever. Donc en fait, en vrai, ce qu'il dit Trump, c'est, il sait très bien qu'en gros, dans sa logique, peut-être qu'on va devoir relever ce plafond chaque année. Et c'est ce qui est réel en fait. À chaque fois, ils relèvent leur plafond de dette. Donc lui, dans sa tête, c'est autant arrêter de faire semblant. Donc c'est une façon de simplifier le système et d'éviter des crises répétées liées à cette genre de limite artificielle. Mais ça se complique quoi. Supprimer le plafond, c'est aussi risqué parce que du coup, ça ouvre la porte à une dette sans fin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les intérêts vont augmenter et tout ça parce que plus de confiance et du coup, bah, tu vas faire que recréer de l'argent et ça peut créer aussi une grosse inflation comme on n'en a jamais vu là. Parce que franchement, il y aurait plus de limite en fait d'affaiblir la monnaie en recréant autant de monnaie. C'est voilà. Donc ce serait vraiment un cas très dangereux, je pense, de faire ça. Mais bon, c'est à voir ce que ça donne. Je suis pas un expert hein, dans la finance, mais voilà, c'est les deux trois bases qu'on apprend au tout début. Donc il y a MetaMask qui lance un programme pilote pour sa nouvelle carte de paiement. Donc c'est la MetaMask Mastercard, donc disponible uniquement aux États-Unis pour l'instant. C'est une carte qui permet aux utilisateurs de payer directement avec leur crypto. C'est cool. Du coup, c'est relié directement au compte MetaMask, donc c'est bien. Ça commence à se développer.
il y a la SEC qui approuve le lancement de l'ETF HDEX combinant Bitcoin et Ethereum. Donc c'est super. Ça veut dire que là, les gens vont pouvoir acheter un ETF directement qui va prendre les deux plus gros de la crypto. Et peut-être que plus tard, on verra des ETF avec un top 10 ou un top 50, un peu comme un S&P 500 ou un CAC 40. Et ça pourrait être pas mal. D'après une info rapportée par The Big Well, le groupe BPCE, qui regroupe Banque Populaire, Caisse d'Épargne et Natixis, le deuxième plus grand groupe bancaire en France, vient de décrocher l'agrément PSAN pour offrir des services crypto à ses clients. Donc ça, c'est une info de malade mental. Là, les gens qui s'en rendent pas compte, le PSAN, en fait, c'est le prestataire de services sur actifs numériques. C'est un statut réglementaire qui est imposé en France, qui est difficilement délivré par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Et en gros, c'est eux qui encadrent les entreprises proposant des services liés aux crypto-monnaies, tout ça. Et le fait d'avoir le PSAN, c'est de pouvoir en fait conserver des actifs numériques pour le compte de leurs clients et pouvoir faire l'achat et la revente. Donc c'est juste un truc de dingue là. Ça veut dire que les plus grands groupes de bancaires en France, qui à chaque fois que vous faites un virement sur Binance, il y a votre conseillère qui vous harcèle comme si vous avez tué quelqu'un, et bien ça y est, maintenant ils vont proposer de la crypto à leurs clients. Donc franchement, ça y est, on va pouvoir enfin aller voir nos conseillers bancaires et leur montrer ça. Et enfin bref, je suis trop heureux là, voilà. Donc ça c'est trop bien. Donc c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter, ça m'aide vraiment hein, pour le référencement. Et puis partagez.